loi sur le mariage pour tous va bientôt être votée. Les Français y sont-ils ou non favorables? Les derniers sondages sur la question sont contradictoires. D'après celui du CSA, 53% des Français seraient favorables au mariage homosexuel. Mais d'après le BVA, c'est une majorité de 56% qui s'y opposerait, sans doute à cause de l'adoption qui viendra ensuite. Dès lors, me dira-t-on, pourquoi le gouvernement n'organise-t-il pas un référendum? La réponse est simple, et elle va vous permettre de découvrir la vraie nature de la démocratie. Un référendum s'organise au nom de la souveraineté du peuple. Mais pourquoi le peuple est-il souverain? Parce que la démocratie consacre l'idée d'égalité entre tous les citoyens. Nous sommes tous égaux, donc nous participons tous au gouvernement de la France. Maintenant, supposons qu'à la faveur d'un référendum, donc profitant des droits que lui confère cette égalité universelle, le peuple souverain rejette la loi Taubira. Il interdirait aux homosexuels, donc à une partie de la population, de se marier. Mais alors, il violerait le principe d'égalité entre tous les citoyens. C'est impossible. Un peuple souverain ne peut pas contredire le principe même au nom duquel il est souverain, c'est-à-dire l'égalité entre tous. Voilà pourquoi, en l'absence de majorité certaine pour la loi Taubira, nos gouvernants ont refusé tout référendum. Loin d'être antidémocratique, comme le pensent trop de naïfs, cette situation est au contraire parfaitement conforme au principe de la démocratie. Et oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, on peut suspendre la démocratie ou refuser le jeu démocratique au motif de protéger la démocratie. Rappelez-vous d'ailleurs le 21 avril 2002, lorsque, suite à l'accession de Jean-Marie Le Pen au pouvoir, nos bons démocrates ont pesté contre la souveraineté populaire et se sont élevés contre le verdict des urnes. J'ai écrit un livre entier sur la question, car avec ce coup de tonnerre, nos bons démocrates se sont carrément lâchés. Le 27 avril 2002, par exemple, Alain Duhamel, cet analyste politique bien connu, a déclaré, je cite, « Pour affronter Jacques Chirac, les Français ont préféré Jean-Marie Le Pen à Lionel Jospin. Cela confirme que si le peuple est souverain, il n'est pas infaillible. Seuls les démagogues peuvent prétendre que les Français ont par principe raison. » Vous noterez que Alain Duhamel n'a pas remis en cause le dogme de la souveraineté populaire. C'est donc un parfait démocrate. Mais il le dit bien, la souveraineté nationale a ses limites. Et cette limite, c'est quand le peuple vote mal, c'est-à-dire lorsqu'il vote pour un facho. D'où les garde-fous que certains proposaient. Le 6 mai, dans Le Figaro, l'académicien Maurice Druon rappela qu'il n'était pas question de dépouiller les Français de leur bulletin de vote. Mais est-ce leur faire offense, dit-il, que de demander combien d'entre eux, à tous les niveaux de la société, sont vraiment à même de savoir et d'apprécier les compétences, l'expérience, l'aptitude à la décision, la connaissance des affaires du monde, l'autorité et la maîtrise de soi qui qualifient un homme pour occuper la fonction suprême? Il faut avoir exercé des responsabilités publiques pour pouvoir juger à peu près sainement de ces choses-là. Je m'avance à proposer que l'on marie les dispositions de 1958 et celles de 1962, les deux étapes en fait de la pensée gaullienne. Au premier tour, un collège de grands électeurs, composé sensiblement comme celui de 1958, sélectionnerait par vote éliminatoire 2 candidats, éventuellement 3. Et c'est sur cela que l'ensemble des citoyens auraient à se prononcer, selon le suffrage universel, la Ve République y trouverait dignité et efficacité. Autrement dit, pour préserver la démocratie et éviter tout dérapage, on ne devrait proposer au peuple que des candidats issus de la formation démocratique, ou plus exactement des formations démocratiques. C'est parfaitement conforme à la Constitution démocratique de la France. L'article 4 déclare, je cite, « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. On le voit, la démocratie n'existe qu'entre démocrates. Si vous n'adhérez pas aux valeurs de la démocratie, donc en premier lieu à l'égalité entre tous, vous ne pouvez pas participer à la vie politique dite de gouvernement. Voilà pourquoi, en avril 2002, de très nombreuses personnes déclarèrent que le premier tour de l'élection présidentielle n'était pas démocratique. Je cite, toujours extrait de mon livre. Le succès de Jean-Marie Le Pen est une insulte à la démocratie et à la dignité des Français. C'était dans le quotidien espagnol El País. André, un chiracien, aurait préféré un duel droite-gauche bien classique, plus conforme à l'idée que je me fais de la démocratie. Et voici Pascal Boniface, directeur du LERIS. Je suis profondément frustré d'être privé d'un affrontement démocratique droite-gauche. Michel Van Tichelen. C'est un séisme politique totalement imprévu et j'aurais préféré un véritable débat démocratique au second tour. Et voici Monique Nemer, éditrice. Ce qui a été infligé à Lionel Jospin me bouleverse comme une intolérable injustice. Battu par Chirac, ce serait la démocratie, mais par Le Pen. C'est clair? Si vous mettez un bulletin Chirac dans l'urne, pour battre Jospin, c'est la démocratie. Mais si vous mettez un bulletin Le Pen, ce n'est pas démocratique. Les gens le savent, et ils adhèrent à cela. Cela va même plus loin. Aujourd'hui, en France, comme la France est assimilée charnellement à la République démocratique, si vous n'êtes pas démocrate, alors vous n'êtes pas français. Oh, personne ne le dira ainsi. Mais dans mon livre, j'ai relevé les propos révélateurs entendus le 21 avril 2002 au soir, lorsqu'on apprit que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Je les cite. Noël Mamère. La France et les Français ne méritent pas cela. Laurent Fabius. Il y a des tas de gens qui, tout simplement, pleurent, parce que c'est pas ça la France. Christiane Taubira. Le Pen au second tour, putain, ce n'est pas la France, ça. Eh bien, si ce n'est pas la France, et si les Français ne méritent pas cela, c'est donc que les électeurs estampillés fascistes ne sont pas des Français. Ce sont des gens frappés d'indignité nationale. Ils sont là, sur le territoire, ils y vivent. Mais politiquement, ce sont des fantômes. Ils ne comptent pour rien. Ils sont hors de l'enclos démocratique. Par conséquent, si leur voix se met à peser dans une élection et à modifier un résultat dit démocratique, cette élection ne vaut rien. D'où tous ces gens qui, après le 21 avril, et au nom de la démocratie, soit ont demandé l'annulation des élections, soit ont demandé à Chirac de démissionner immédiatement après avoir été élu, cela afin d'organiser de vraies élections démocratiques. Michel Polac, Marie-Claire Manès-France et Léon Schwarzenberg, par exemple, au lendemain de la victoire, enfin de l'accès au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen, ils ont créé un collectif qui déposa une requête devant le Conseil constitutionnel en vue de l'annulation des élections. Et voici maintenant des réactions glanées dans la presse, toujours dans mon livre. Ce sont souvent des lecteurs qui écrivaient, hein. Voici un lecteur du Monde. En faisant l'hypothèse que le président Chirac soit élu au second tour de l'élection présidentielle, je me permets de lui suggérer de se montrer grand en démissionnant dès le lendemain de sa victoire. Il provoquerait ainsi une nouvelle élection et donnerait aux Français l'occasion de se compter, une manière de seconde chance pour la démocratie. Nathalie, une manifestante anti-Le Pen. Si j'étais Chirac, une fois élu, je démissionnerais pour qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. Ça, ce serait vraiment la démocratie, mais il ne faut pas rêver. Dans une lettre ouverte envoyée à Chirac, afin de faire cesser le discrédit qui pèse sur la politique, nous vous demandons de proposer, une fois achevée la victoire de la démocratie rétablie par votre élection, l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Et plus radical encore, un lecteur du Monde écrivit « C'est au peuple de reprendre le pouvoir des mains qui l'ont ignoré avec tant de dédain. »
vous noterez que tous ces gens parlent au nom de la République et de la démocratie. L'auteur de la dernière lettre parle même d'annuler les élections afin que le peuple reprenne le pouvoir. C'est une nouvelle fois l'aveu qu'au nom de la démocratie, donc du peuple au pouvoir, on peut interrompre le jeu démocratique et en changer les règles afin que le résultat de l'élection soit conforme aux valeurs de la démocratie. Alors, certains me reprocheront d'avoir sélectionné des réactions outrancières. Non, 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 non. Elles sont au contraire conformes à l'idéal démocratique qui se résume ainsi. Vous pouvez voter, à condition que votre vote aille dans le sens des valeurs démocratiques. Dans le cas contraire, soit il n'y a pas vote, soit le vote ne vaut rien. En 2002, le jeu démocratique n'a pas été suspendu parce que dès le 21 avril au soir, les sondages indiquaient que Jacques Chirac serait très largement réélu. Mais s'il s'était révélé que Jean-Marie Le Pen risquait d'être élu, alors les élections auraient été suspendues pour un motif quelconque. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui veulent un réel changement hors de la République démocratique et qui, d'élection en élection, votent dans cet espoir. Ils espèrent utiliser la démocratie contre la démocratie. Mais combien de temps accepterez-vous de jouer à un jeu dont les règles vous interdisent de gagner? Vous perdez votre temps. Cessez d'être dupe. Votre carte d'électeur. Faites-en ce que j'en fais maintenant. Déchirez-la pour dire « c'est fini, je ne joue plus à votre jeu qui me force, qui me contraint à perdre ». Mais j'entends déjà les partisans du vote me dire « Eh ouais, mais si vous ne votez plus, alors vous n'aurez plus aucune prise sur la société ». Ma réponse sera claire. Et vous, en votant, qu'avez-vous évité depuis 30 ans? L'avortement libre? Non. Le scandale du permis à points? Non. L'arrêt de l'immigration incontrôlée? Non. Le rétablissement d'une école qui apprend? Non. Les traités européens? Non. Le Pax? Non. La liste serait longue. Et aujourd'hui, vous n'éviterez pas non plus le mariage homo. Car ne comptez pas sur la fausse droite pour, une fois revenu au pouvoir, abroger la loi Taubira. Or, je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts. Mais pourquoi cette impuissance politique dont nous, les véritables opposants, sommes frappés depuis plusieurs décennies? Bien sûr qu'il existe des lois iniques pour nous faire taire. Bien sûr qu'il existe des groupes de pression puissants. Et je sais qu'ici, beaucoup penseront au lobby juif et beaucoup me reprocheront de ne pas croire au complot judéo-maçonnique. Vous n'osez pas parler des juifs, me lancent certains. Vous n'avez jamais étudié la question juive, me lancent d'autres. Oh si, je l'ai étudiée. Voici d'ailleurs ma bibliothèque consacrée à la question juive. Je pense qu'elle est suffisamment fournie. Eh bien, ces études n'ont pas fait de moi un fanatique anti-juif. Dans le règne de la quantité, René Guénon posait la question suivante. Je cite. Pourquoi les principaux représentants des tendances nouvelles, comme Einstein en physique, Bergson en philosophie, Freud en psychologie, et bien d'autres encore, de moindre importance, sont-ils à peu près tous d'origine juive? Sinon parce qu'il y a là quelque chose qui correspond exactement au côté maléfique et dissolvant du nomadisme dévié, lequel prédomine inévitablement chez les juifs détachés de leur tradition. J'en suis arrivé à la conclusion que si l'on veut vraiment faire des juifs un peuple particulier, on doit les considérer comme un révélateur de la santé de nos sociétés. Tant que les sociétés sont saines, les juifs restent contenus dans des limites acceptables. Mais à partir du moment où la société déraille, ils investissent la place, ils acquièrent de la puissance et ils contribuent à la dissolution générale. Voilà pourquoi j'estime stupide de faire de l'antisémitisme seul un combat. Passer des heures et des heures à révéler les agissements des juifs ou des instances juives ne m'intéresse absolument pas. J'ai fait 9 mois de prison en vertu d'une loi initiée par Laurent Fabius et le grand rabbin Sira. Je sais donc qu'ils agissent et qu'ils disposent de la puissance nécessaire. Mais quoi?
On ne peut pas reprocher à un révélateur de révéler. On ne peut pas reprocher à un dissolvant de dissoudre. Et on ne peut pas reprocher à une entité de se défendre quand on l'attaque là où ça fait mal. J'aurais aimé, alors que j'étais en prison, que des manifestations soient organisées chaque semaine devant la maison d'arrêt. Certains d'entre vous y ont pensé. Mais ils n'ont pas pu réussir assez de monde. Ils n'ont pas pu, réunir assez de monde pour mettre leur projet à exécution. Car réunir une cinquantaine de personnes eût été minable. Il eût fallu 1000, 2000, 10 000 personnes. Et toutes les semaines. Imaginez cela. 10 000 personnes la première fois, 12 000 la deuxième, 15 000 la troisième. Le préfet et le maire interviennent. Les manifestations sont interdites, mais les gens reviennent. Heurts, arrestations, autres procès. Là, oui, le peuple aurait montré sa réelle opposition au pouvoir et au lobby juif. Mais cela s'est révélé impossible. Même la pétition de Paul-Éric Blanru n'a pas recueilli 10 000 signatures. C'est dire. Non, voyez-vous, ce n'est pas aux Juifs que j'en veux. Les Juifs, je m'en moque. Ils ne font qu'accomplir leur mission historique. Et s'ils peuvent l'accomplir, c'est qu'ils bénéficient de l'approbation active ou passive du peuple qui, finalement, soutient ou se satisfait de ce système en se disant que c'est le moins mauvais. La vraie racine du mal, elle est là. Je ne me lasserai jamais de reprendre cet enseignement d'Alain Girard, ancien maître de conférence à la Sorbonne. Voici ce qu'il disait, je cite. « Aucun gouvernement, mais surtout aucun mode de vie régissant les relations entre les hommes ne peuvent avoir quelque durée sans l'accord tacite, sinon explicite, de tous ou du plus grand nombre. La vie normale d'une société suppose le consentement de ses membres aux valeurs qui la supportent et la définissent. Il n'est pas besoin que les hommes soient conscients de ces valeurs, car elles s'expriment dans leur conduite. Il n'est pas besoin que l'opinion publique, fondement du pouvoir, se manifeste pour être. Ce qu'elle a de plus profond et d'essentiel, pourrait-on dire, sans nul paradoxe, demeure le plus souvent caché. Dans son livre « Non à la société dépressive », Tony Anatrella rappelle avec raison que nos sociétés se sont idéalisées dans le credo en la science et la technologie. Au XIXe siècle, à l'heure où l'on pensait que la science expliquerait tout et que la technologie apporterait le bonheur sur Terre, cet idéal pouvait avoir quelque force, il pouvait donner quelque courage. Il faut dire que son discours était vraiment séduisant. Lanza del Vasto l'a résumé ainsi dans Les 4 fléaux, je cite. « Approchez, mes enfants, et voyez comme je suis complaisant. » Tel était le discours de la machine. L'ancien Messie vous leurrait d'un rêve de paradis dans l'autre monde, mais je suis en état de vous fournir le paradis dans ce monde-ci. Il vous prêchait la pauvreté, et moi je vous assure l'abondance. Il vous montrait la voie étroite, et moi je vous offre la voie large. Il vous prêchait le sacrifice, mais c'est par l'aisance que je vous délivrerai. Il parlait pour peu d'élus, mais je suis le salut de la masse. C'était certes très beau, mais les décennies qui suivirent accumulèrent les cimetières des illusions perdues. Malgré tout, le rêve dure. Cependant, les messages que nous envoient les scientifiques modernes choyés par les médias sont désespérants. Prenez le cas de Stephen Hawking. Dans son dernier livre, Y a-t-il un grand architecte de l'univers ? Que nous dit-il? Eh bien, il ne se contente pas de dire que notre univers est issu de rien, c'est-à-dire d'une simple fluctuation quantique. Il affirme que notre libre arbitre n'est qu'une illusion. C'est à la page 41 de la version française. On lit, je cite, « Bien que nous pensions décider de nos actions, notre connaissance des fondements moléculaires de la biologie nous montre que les processus biologiques sont également gouvernés par les lois de la physique et de la chimie, et qu'ils sont, par conséquent, aussi déterminés que les orbites des planètes. Des expériences menées récemment en neurologie, en neurosciences, viennent nous conforter dans l'idée
que c'est bien notre cerveau physique qui détermine nos actions en se conformant aux lois scientifiques connues et non quelques mystérieuses instances qui seraient capables de s'en affranchir. Une étude réalisée sur des patients opérés du cerveau, en restant conscients, a ainsi pu montrer qu'on peut susciter chez ceux-ci le désir de bouger une main, un bras ou un pied, ou encore celui de remuer les lèvres et de parler. Il est difficile d'imaginer quel peut être notre libre arbitre si notre comportement est déterminé par les lois physiques. Il semble donc que nous soyons des machines biologiques et que notre libre arbitre ne soit qu'une illusion. L'objet n'est pas ici de réfuter cette affirmation. L'important est de souligner que de tels messages sont très désespérants, surtout dans une société où l'homme est si jaloux de sa liberté. Soudainement, on lui dit que sa liberté n'existe pas, qu'il n'a aucun choix parce qu'il n'est qu'une simple machine biologique et que toute sa vie est réglée comme l'orbite des planètes. Et on ajoute qu'une fois son corps usé, tout cela se terminera dans le néant éternel. Bref, on vient de rien, on est libre de rien, et on retourne au rien. De tels messages expliquent l'état d'esprit de nos contemporains et la surconsommation d'antidépresseurs dans nos sociétés dites modernes. Dans son ouvrage déjà cité, Tony Anatrella explique, je cite, c'est à la page 12, « Cette dépression est le reflet d'une absence d'idéal qui laisse le moi livré à lui-même dans l'autosuffisance d'un sentiment de toute-puissance. Faute de savoir recourir à un idéal transcendant, chacun est à soi-même son propre idéal, puisque la société, après cette prise pour l'idéal, ne sait plus représenter, et pas même dans ses lois, un idéal universel qui devrait aussi la transcender. Le drame de la société dépressive commence ici, dans son incapacité à accéder à un humanisme commun dès lors que sont éliminées les questions de sens. C'est cette erreur qu'elle commet lorsqu'elle refoule dans la sphère du privé la religion et la morale au bénéfice du politique et du culturel, lesquels risquent eux-mêmes de se voir réduits à l'humanitaire et au caritatif, qui ne sont pourtant pas en mesure d'être le fondement d'un idéal, puisqu'ils ne sont que la conséquence de ce dernier. En résumé, l'individu ne pouvant plus se tourner vers un idéal transcendant, il éprouve un vide qu'il va tenter de combler en surconsommant et en s'étourdissant. D'où le soutien qu'il apporte à la République démocratique, car le libéralisme économique que cette République promeut permet au peuple, toutes couches sociales confondues, de satisfaire au sein d'une société de consommation ses petits appétits égoïstes. Alors c'est vrai, les gens se plaignent des dysfonctionnements du système, mais c'est un peu comme quand l'amateur d'alcool se plaint de sa gueule de bois un lendemain de saoulerie. Il se plaint des effets de l'alcool, mais pas du produit en lui-même, trop attaché qu'il est au petit plaisir, souvent illusoire, que lui procure cet alcool. En politique, c'est la même chose. Oui, les gens se plaignent, il y a trop de chômage, trop d'immigrés, trop de taxes, trop de fiscalité, trop de radars, trop de criminalité. Mais s'ils se plaignent des effets pervers de la République démocratique, ils ne la remettent jamais en cause. Parce que, je le répète, elle leur permet de satisfaire leur petit moi égoïste. Dès lors, au lieu d'agir pour tout changer, ils agissent pour tirer égoïstement leur épingle du jeu et pour que leurs enfants puissent la tirer aussi. Quant aux autres, le peuple sait parfaitement que dans les milieux politiques, les magouilles sont monnaie courante, c'est le cas de dire. L'affaire Cahuzac n'apprend rien à personne. Comme le disait Coluche, la différence entre les politiciens et les oiseaux, c'est que les oiseaux, eux, s'arrêtent parfois de voler. L'affaire Cahuzac ne profitera que très peu au FN. Le précédent vécu en Belgique est éclairant à ce sujet. En 2006, quelques semaines avant les élections communales, une immense affaire de trafic en tout genre fut révélée par les médias. Elle impliquait de nombreuses personnalités socialistes un peu partout en Wallonie, c'est-à-dire la partie française de la Belgique. Un fief socialiste, Namur, fut qualifié de nid à scandale.
Un autre fief, Charleroi, fut qualifié de ville de la honte. Les élus socialistes avaient volé dans les caisses des logements sociaux, donc des HLM. Et pendant que les pauvres grelottaient en attendant parfois des chaudières, eux roulaient en 4x4 de luxe et se faisaient construire des piscines. Bref, la honte, le scandale. Tout le monde s'attendait donc à une raclée électorale pour les socialistes et à une percée du Front National belge. Eh bien non. À Namur, les socialistes, qui étaient le premier parti avec 35,9% des voix, reculèrent de 7,4 points à 28,5%. Mais ils restaient les premiers avant les centristes, 26%, les écologistes, 20,6%, et la droite dite modérée, 18,3%. Et le FN, il était dans les choux de Bruxelles, avec 2,9% des voix. À Charleroi, même scénario. De 51,4%, le PS tomba à 38,4%. Mais il restait le premier parti, loin devant la droite modérée, à 24,6%, les centristes à 11,4% et le FN à 9,4%, en baisse puisqu'au régional, il avait récolté 17% des voix. Pourquoi ces résultats en apparence si paradoxaux? Et la réponse est simple. Bien que les élus socialistes se soient honteusement enrichis, il restait, pour les petits peuples de ces villes, les meilleurs garants de la politique d'assistanat. Cette politique qui permet, même quand on est pauvre, de se payer un salon en cuir, un écran plat, une platine DVD, un portable avant-dernier cri. Voler dans les caisses, mais laissez-nous les miettes pour combler nos petits appétits. Tel est le slogan numéro 1 de ses électeurs. Oh, les bourgeois ne valent pas mieux. La seule différence est qu'à la place de miettes, ils réclament une petite tranche parce qu'ils ont des plaisirs un peu plus coûteux. Mais tous ces gens-là ne veulent absolument pas d'une société où le bien commun passerait avant les petits biens particuliers. Cela leur fait horreur. Et voilà pourquoi en avril 2002, le slogan fut « Votez escroc, pas facho ». Sous-entendu, votez pour un voleur qui nous laissera les miettes pour jouir comme on le veut, mais pas pour un facho qui voudrait remettre de l'ordre dans la société. Et le 6 mai 2002, 82% des électeurs plébiscitèrent Chirac l'escroc plutôt que Le Pen le facho. Voilà pourquoi l'affaire Cahuzac ne changera rien. Le peuple l'a crié en 2002. On préfère les escrocs aux fachos. Je le dis et le répète, la faute principale ne revient ni aux lois scélérates, ni au lobby qu'il soit juif ou pas, mais à la passivité du peuple lui-même. Et c'est ça qui fait notre impuissance. Mais alors me dira-t-on, que faire? Que faire? Mais il y a beaucoup à faire. L'avenir est devant nous. Et on peut se servir de plein de choses. Par exemple du mariage gay. Comment? Je vous l'expliquerai la semaine prochaine. Bonsoir.